Bon bah bonjour, bienvenue dans cet épisode. Salut Hélène, bienvenue à tous Salut. dans l'épisode 1 du podcast Profondément Vivant, où nous avons décidé de parler un peu plus profondément de la famille et de Mm. comment elle nous impacte dans le développement personnel, dans notre vie d'adulte, euh, les émotions, notre créativité, notre Il y a business. beaucoup de choses à dire sur le sujet et tu m'as dit que tu étais emballée, que justement tu avais beaucoup de choses à partager, donc ça va être super intéressant. Et ouais, je suis super excité parce que c'est vrai que la famille, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe notre personnalité, ça englobe les traumatismes, bien sûr, et la manière dont on est en relation avec quelqu'un, en couple, avec nos amis, surtout le couple. Moi, en tant que garçon, la relation que j'ai avec ma mère, ça va. Je voulais jamais l'accepter, mais je vois que la relation avec ma femme, il y a beaucoup de choses inconscientes qui sont en place ici. Et Des choses similaires? ouais, en fait, des choses qui viennent de là, ça Ok. veut pas être. Et inconsciemment, tu vois, dans un couple, tu peux être adulte en face d'un adulte, c'est sain, c'est très bien. Et de temps en temps, pour certaines situations, tu peux être un enfant en face d'un parent, peu importe Mm. quelle personne, ça peut être l'un ou l'autre, suivant en fait ce qui les déclenche par rapport à ce qui s'est passé dans leur enfance. Et on peut commencer à parler de ça parce que c'est vrai que c'est super subtil, c'est très souvent inconscient en fait. Parce que Mhm. quand on grandit, moi en tant que garçon, la chose que je veux le moins, c'est de ressembler à mon père. Ok, Et, et la chose que je veux le plus, mais souvent inconsciemment, c'est de trouver une femme qui ressemble à ma mère. d'accord. Et Est-ce que tu as parlé à d'autres hommes de ton entourage, pas forcément de la famille ou quoi que ce soit, mais de leur rapport à leurs parents? Est-ce qu'il y a eu, t'as entendu des choses comme ça, ou c'est des sujets difficiles à aborder? alors ouais, moi, presque tous les hommes avec qui je parle de ce sujet, c'est ah, je suis pas comme mon père, je serai jamais comme mon père. Ok. Déjà ça, c'est un point commun. Après, le côté mère, c'est beaucoup plus difficile à voir et à accepter qu'on cherche une femme Mm. qui va avoir des traits assez subtils en fait, des traits de personnalité qui ressemblent à ceux de notre mère. Et je peux donner un exemple concret parce que là c'est très vague. Euh, Ma femme, dans son enfance, son, elle a reçu beaucoup de critiques de son père et c'était très difficile de recevoir de son père une validation ou une reconnaissance de que ce qu'elle faisait était positif, avait de la valeur. Aussi au niveau de son corps, quand elle devenait un peu plus bouboule, ben, son père lui disait ah, il faut que tu fasses attention, les hommes Ouais. ils aiment mieux les femmes plus fines. Donc c'était assez dur pour elle. Mhm. Et, euh, et en fait, dans notre couple, moi, inconsciemment, très souvent, dès qu'elle fait un truc qui est un peu pas parfait, on va dire, où elle a fait une petite erreur, ou elle est un peu stupide, pas dans le mauvais, enfin, tu vois, Ouais. je vais lui faire une remarque. Je dis, ah, pourquoi t'as fait ça comme ça? On aurait pu le faire autrement. Et là, c'est ce qui la déstabilise le plus, parce que du Ah coup, bah ça doit lui relancer des choses de c'est une l'enfance. goutte qui fait déborder un vase qui est plein depuis l'enfance, en fait. Ouais. Et moi, je Est-ce rajoute une qu'elle goutte aussi, du coup, inconsciemment, parce que dans un couple, c'est ça qu'on fait. Plus on est en profondeur dans notre lien, Mhm. plus on va inconsciemment, plus nos ombres en fait inconscientes vont se piquer entre elles et au final c'est positif parce que ce qui déclenche nos émotions négatives, c'est ce qui va nous permettre aussi de les voir et de faire un Mhm. travail dessus personnellement, individuellement, ou avec un thérapeute ou un coach, suivant si c'est très intense, si on a besoin d'aide. Euh, voilà, vas-y, je t'ai coupé, tu as Mhm. quelque chose à ajouter. Je te disais que elle aussi, inconsciemment, alors, elle se serait mise avec quelqu'un pas qui ressemble à son père, mais qui a des traits, comme toi avec ta mère. C'est ça, oui. Et mon père, je pense qu'il était similaire et il critiquait beaucoup et était perfectionniste. Donc, quand il y avait des devoirs à faire de l'école ou même des jeux éducatifs qu'on faisait avec lui, c'était souvent
quand j'y arrivais pas, quand je faisais un truc qui était pas très intelligent, et ben il allait se mettre un peu en colère, tu vois, des fois doucement Ouais. et des fois un peu plus. Il allait critiquer, oh, t'es bête ou quoi? Enfin des trucs comme ça. Et moi, ben je veux pas être comme ça. Moi j'ai des enfants là, donc j'ai un garçon de 3 ans et demi et un garçon d'un an et demi. Et ce que je veux le moins, c'est ressembler à mon père dans l'éducation que je leur donne. Et pourtant, Mhm. inconsciemment, déjà quand mon premier garçon est né, j'ai eu des crises de colère incontrôlées pendant plusieurs mois. Ma femme avait très peur et, je- et même moi, en fait, j'avais super peur. Je- je pensais que j'étais quelqu'un de très très calme depuis que je suis sorti de l'adolescence. En fait, j'ai Ouais. construit une identité de quelqu'un qui est calme, il y a aucun problème, quoi. Il y a rien qui va me mettre en colère, qui va me rendre vraiment triste. Ou je m'en suis rendu compte plus tard que c'était un mécanisme de protection pour éviter d'être blessé ou de blesser les autres et ensuite d'être blessé en retour parce que je suis très empathique naturellement. Donc j'ai perdu un peu le fil, mais là je reviens à mon père. Je veux pas lui ressembler. Mhm. Je veux pas faire la même chose à mes enfants. Mais quand j'ai eu ces grosses crises de colère avec mon premier fils, j'ai dit, là, ça va pas, j'ai trop peur. J'ai pris un rendez-vous chez une psychologue, là où j'habitais, à Tallinn, en Estonie, une psychologue qui parle Ouais. anglais, c'est pas grave, mais j'avais Est-ce jamais qu'elle fait t'a ça de ma aidé? vie. Elle m'a beaucoup aidé, ouais. On a fait 4 séances, mais à la première séance, c'est ce qui m'a aidé le plus, je pense. Elle m'a dit, c'est normal d'être en colère. Et moi, en fait, la protection que je m'étais construite depuis l'adolescence, c'est, il faut à tout prix ne jamais être en colère. C'est ce qui blesse le plus les gens autour de moi. Ah, Parce que c'est ce d'accord. qui m'a blessé le plus quand mon père Et s'est là, mis en en colère. devenant père, il y a tout qui est ressorti, en fait, tout ce Mm. qui est ressorti de ce que tu bloquais, le barrage a pété, quoi. Ouais. Et en fait, le barrage, il était construit seulement avec la pensée, la Mm. rationalité. Et je savais pas à l'époque, mais ce que je suis et mes traumatismes qui sont intégrés en moi, ils sont dans mon corps et dans mon cœur plus que dans ma tête et dans ce que je pense au final. Ouais. Puis c'est très facile de se dire, ah oui, mais ça, je suis d'accord avec ça, j'accepte ça, c'est pas bien de se mettre en colère. Euh, En tant que parent, il faut toujours avoir de la compassion et être à l'écoute de l'enfant. Et quand on se met aussi il y a beaucoup de comptes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de parentalité positive, parentalité consciente, parentalité Mm. bienveillante. C'est super bien, mais le gros piège là, c'est ce que je me suis fait à moi-même aussi pendant des années, c'est de se dire ah oui, bah là je vais suivre ces règles-là, je vais être comme ça, je suis comme Ouais. ça, et au final créer un gros clivage entre notre cerveau et notre cœur, ou notre corps même, parce que souvent c'est intégré dans le corps, la mémoire du corps, elle est très très profonde et puissante et elle nous dirige plus que notre cerveau au final. Et donc c'est ça la colère qui remontait chez moi, c'était ça, c'était mon corps en fait. C'était vraiment corporel, la sensation quand mon premier fils pleurait la nuit, quand j'étais fatigué, quand, quand il faisait quelque chose qui me plaisait pas. J'avais cette crispation du corps, tu sais, très D'accord. nerveux. Donc c'était intégré dans le système nerveux, dans le corps. Et pour le faire sortir, en fait, c'est très bien de penser à des choses, au changement, à comment on veut être. Mhm. Mais il faut l'accompagner, cette pensée-là, il faut l'accompagner par un travail, une pratique déjà en Mhm. réel, donc se confronter à la dure réalité, de prendre le risque de se mettre en colère une bonne fois, mais sans en avoir peur, et Ouais. ressentir ce qu'il y a plus en profondeur quand on se met en colère, en fait. C'est ça le truc. La colère, elle vient, mais elle est plus profonde que juste l'événement qui s'est passé la seconde d'avant. Et en fait, c'est ça, c'est prendre cette opportunité comme une ouverture dans un puits qui était bien fermé. Mais là, il y a une petite ouverture, il y a un petit geyser qui sort. L'énergie qui était au fond, elle sort un peu. Il y a une grosse pression en dessous, donc ça sort bien quand il y a un petit trou. Et, euh, et là, tu dis, ah, là, je peux aller dans le petit trou, je peux l'agrandir un petit peu. Donc, je m'autorise à ressentir un peu plus la colère ou le sentiment désagréable. Ça, c'est valable pour tout, en fait, pas que la colère. Ouais. Et, et quand ça arrive, je vais prendre cette opportunité parce que j'ai une conscience que c'est une opportunité et que c'est pas une malédiction de se mettre en colère contre sa propre volonté. C'est l'opportunité d'aller en profondeur, faire le ménage en gros en nous.
parce qu'on a besoin de faire beaucoup de ménage dans notre système nerveux, dans notre corps, dans notre mémoire traumatique. Mm. Le cœur, la protection qu'on a mis autour de notre cœur, est-ce qu'on veut la dissoudre, est-ce qu'on veut la garder? Si on la garde, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en gros? Comment on agit avec le monde, avec les autres? Donc, ouais. Là, je suis parti dans un... Il y a beaucoup de... On disait qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais donc moi je n'ai pas d'enfant, donc c'est sûr que ce point-là, je te laisse parler. Et mais en tout cas, t'es pas la première personne que j'entends qui dit en devenant parent, ça a fait ressurgir des choses, remonter des choses. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui peuvent se sentir perdues et qui, s'ils n'ont pas fait un travail un peu de fond, ne comprennent pas d'où ça sort et peuvent vite s'embourber. Donc moi je dirais que, enfin comme toi tu as contacté une thérapeute, ne pas hésiter à en parler autour de soi parce que c'est peut-être plus fréquent que ce qu'on peut penser. Et comme dans tout moment, je pense que la solitude c'est pas forcément une bonne chose. Et finalement ne pas hésiter à en parler, de se dire c'est pas pour ça qu'on est un mauvais parent. C'est pas pour autant que voilà les choses on peut pas travailler un petit peu et en fait ça peut peut-être faire beaucoup de bien au papa ou à la maman de régler en fait ces trucs que tu disais qu'on a profondément de notre enfant intérieur, des blessures ou des petits traumatismes qu'on a eu à l'enfance et qui un enfant voilà va déclencher ou d'autres choses hein, mais donc surtout ouais ne pas hésiter à en parler. Ouais, c'est super important. C'est bien que tu le répètes. Voir une thérapeute, une un ou une psychologue, un ou une thérapeute. Ouais. Et parce que en parler à ses proches, oui. Si on a vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance, ça peut être super guérisseur aussi. Mm. Si on n'est pas sûr, si la personne va peut-être nous juger ou cette peur-là, elle est valide aussi, d'avoir peur du jugement. Donc, Ouais. c'est aller voir une thérapeute. Et vraiment, sur le sujet qui nous touche le plus en ce moment, être précis Mhm. sur ce qu'on veut toucher, moi, c'était vraiment, je suis arrivé là-bas, j'ai dit, je me mets en colère, c'est la colère, quoi. Et on a travaillé que là-dessus, sur 4 séances. D'accord. Et j'avais un peu le conditionnement, comme quoi, oh, ça se fait pas vraiment. Enfin, dans ma famille, il y a personne qui fait ça, et ça veut dire que t'es vraiment fou, en gros, si tu veux voir un psychologue. Mm. Il y a un truc, alors que, même si on a l'impression que tout va bien et qu'il y a juste un petit truc qui va mal dans notre vie, ça vaut toujours le coup d'aller voir une Oui. psychologue. Faire 2, 3 séances, parler de ce truc-là, tu vois. Parce qu'en général, il y a quelque chose plus en profondeur. Et aller voir la psychologue, le psychologue. La langue française, c'est dur, faut dire là ou le à chaque fois. Oui, c'est vrai qu'en Le anglais. psychologue, c'est plus simple. Je dirais qu'en fait, c'est sûr que c'est pas courant et dans ma famille, ça l'est pas non plus. J'allais dire, je pense que je suis la seule qui soit allée voir des psychologues ou quoi que ce soit, mais j'en sais rien parce qu'en fait, personne n'en parle. Donc, je Hmm. suppose. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Aller prendre au moins un rendez-vous. Donc, je crois qu'on en parlait dans le premier épisode. Déjà, de voir aussi un peu les personnes avec qui on accroche. Et dans tous les cas, on ne regrettera jamais d'avoir fait une séance. On en ressortira toujours grandi ou avec un point de vue différent, extérieur, avec des clés. Donc ça peut être intéressant. Il y a des personnes, on peut voir avec un parcours avec la sécurité sociale, en fait, des choses comme ça, ou selon dans le pays les gens écoutent. Et sinon, alors je dirais que c'est à prendre avec des pincettes, mais tu parlais des groupes sur la parentalité ou des choses comme ça. Ce qui est bien, notamment avec Facebook, c'est que maintenant, il y a des groupes qui autorisent à publier en anonyme. Et s'il y a des personnes qui recherchent des informations ou des clés, ça peut être un point de départ. Si je sais que moi, l'anonymat aussi, c'est une part importante dans ma vie et ça peut aider. Attention aux réponses. Après, chacun va partager selon son histoire. Ouais. Mais voilà. Ouais, faut avoir conscience que ce qu'on va recevoir, faudra peut-être faire du tri. Mais c'est un super conseil parce que je sais ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est d'avoir quelques ressources de personnes qui m'ont dit, ah, tu passes par cette période-là, bah regarde ce TED Talk par exemple, ce Ouais. TEDx, ça va t'aider.
Et il y en a quelques-uns, des conférences, des choses que j'ai regardées qui m'ont beaucoup aidé. Est-ce que tu as des noms à nous partager de conférences ou de livres ou de personnes à suivre? Ah, j'en ai plein, mais ça dépend du sujet. Et donc, par exemple, après avoir passé cette période de grosse colère, j'ai eu une période de grosse dépression, d'épisodes dépressifs. Donc, c'était pas une dépression continue, mais, euh, mais sur 4-6 mois, j'avais de temps en temps une semaine ou 3-4 jours où je tombais dans une grosse dépression le matin. Enfin, la dépression, des pensées suicidaires aussi. Donc ça, c'était quand mon premier enfant était tout petit, avancé 1 an. Et pour ça, j'ai eu 2 TED Talks qui m'ont beaucoup aidé, qui en Ouais. fait redéfinissaient ce qu'était la dépression. Que c'est pas quelque chose à soigner en fait, c'est pas quelque chose de négatif. Je crois que Il tu y me avait l'avais envoyé. ouais, Très intéressant, ouais. donc il y a un monsieur Phil Borges qui a étudié beaucoup le chamanisme et qui me fait le parallèle entre la dépression moderne, des gens de l'Ouest, on va dire, de France, de l'Europe et des États-Unis, et les tribus chamaniques. Et en gros, les tribus chamaniques, quand un jeune adulte ou un adolescent est dans une grosse dépression, c'est un signe qu'il est choisi par les esprits pour être le futur chaman, et le chaman va le prendre sous son aile pour le former, en gros. Et, euh, et c'est pas que la dépression, c'est la schizophrénie. Souvent, c'est les jeunes adultes avec vraiment des signes mentaux qu'on définirait comme problématiques aujourd'hui dans la société, et qui en fait étaient un signe, au final, d'une plus grande valeur dans les tribus chamaniques. C'est Où, fou que donc selon les sociétés, ce n'est pas du tout perçu de la même façon. Euh, ouais, même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des sociétés, des civilisations, des tribus qui fonctionnent comme ça. Ouais. mhm. Et ça m'a aidé. C'est ce qui m'a aidé le plus, de me dire, en fait, il y a rien de. Je suis, je suis pas. euh, c'est quoi le mot? J'ai perdu le mot. Tu l'as en anglais? Même pas. Euh, en gros, être déprimé, ça fait pas quelqu'un de moi quelqu'un De pas stable, de pas sain, d'inadapté à la société inadapté. ou à Ouais. la vie en général. Mm. C'est une étape parmi les autres d'une vie, d'une personne. Et il y avait une autre, le deuxième TEDx, c'était dépression, euh, une porte, les deux côtés d'une même porte entre psychiatre, enfin entre problème mental et illumination spirituelle, en gros. Waouh, d'accord. Et c'est une femme qui décrivait sa période de dépression parce elle arrivait pas à avoir d'enfant et elle voulait Ouais. vraiment un enfant, donc pendant des années, qu'elle était très déprimée. Et en fait, un jour, quand elle était au plus profond de sa dépression, elle a eu une idée dans un rêve ou dans la nuit qui était adopte. Et Ok. en fait, elle a reçu ce message plusieurs fois, mais elle l'a jamais suivi parce qu'elle dit non, non, je veux mon enfant, je vais jamais adopter. C'était plutôt l'ego, le cerveau. Et Ouais. puis, un jour, elle l'a vraiment ressenti, elle a dit adopte, et là, elle a ressenti l'amour, elle a vu l'enfant qu'elle allait adopter en imagination, et là, elle a dit ça y est, c'est ça, en fait. Et elle a adopté, et les 2 semaines qui suivaient la signature de l'adoption et quand ils ont adopté leur enfant, elle est tombée enceinte. D'accord. Et en fait, c'était ça, la dépression, elle a une information, elle a quelque chose, en fait, elle est là, Oui. il y a un trésor. C'est En le fait, fond comme on d'une dit. cave, en fait, dans laquelle tu Ouais. dois aller souvent Mm. pour trouver le trésor ou les Oui. trésors. C'est souvent, c'est pas linéaire souvent. Les trésors qui font de toi plus, qui vont faire de toi une personne qui est plus alignée avec ta vraie essence, en fait. Ouais. Mais comme tu dis, en fait, c'est une information et comme beaucoup de d'autres maladies, on a tendance à soigner le symptôme
et pas la cause. Et la dépression, ça peut être souvent, bon, bah, je sais pas, je change de travail, prendre des vacances, lève le pied là un petit peu, ou ce qui est très bien aussi, hein. Ça peut être un besoin de couper un temps, mais et pour moi, le pire, c'est de prendre des cachets. Il y a certaines personnes, c'est moi ma vision, des personnes qui peuvent en prendre, ça fait du bien, c'est temporaire. Moi, j'ai toujours réussi à dire non parce que j'avais peur que ça m'embourbe et surtout que ça accentue. J'ai un côté aussi addiction sur beaucoup de choses et j'avais peur de tomber là-dedans. Et finalement, ça m'a poussé aussi dans mes retranchements de d'aller au fond, de chercher beaucoup de choses, de remuer la boue, le machin. Donc ça peut être comme j'aime beaucoup ce que tu as dit en fait, le fait que ce soit un symptôme, c'est comme si un petit voyant s'allumait sur ton tableau de bord de la voiture et tu vas pas le masquer. Et si on prenait conscience que la dépression c'était pareil, peut-être qu'on arrêterait de se dire oh, ça va, enfin je suis de mauvaise humeur ou pourquoi ça va pas, je me sens inadaptée tout ça, alors que on peut creuser et voir ce trésor en fait, Ouais. chercher. Mm. Il y a une nuance. C'est vrai que par exemple, tu parles des médicaments. Les médicaments, pour moi, c'est aussi une structure. C'est comme un mécanisme de protection qu'on va grandir psychologique dans l'enfance. C'est prendre des médicaments, c'est quelque chose d'externe qu'on va prendre pour se créer une structure dans laquelle on va être sécurisé. On va pas se suicider. Ça aide des fois. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pensées suicidaires à cette période-là. J'ai jamais l'idée de prendre des médicaments m'est jamais venue. Et puis moi, en général, même avant ça, je prends le moins de médicaments possible pour quoi qu'il arrive, que ce soit physique Mhm. ou émotionnel ou psychologique. Et après, c'est chacun son ressenti. C'est pas mal de prendre des médicaments. Non, et bien sûr, je voulais revenir là-dessus. Je veux pas que s'il y a des personnes qui nous écoutent, par exemple, je parlais avec quelqu'un, je vais rester très vague, mais qui dont le fils s'est suicidé et elle me l'a dit noir sur, enfin comme ça, texto. Je n'arrêterai jamais les antidépresseurs. C'est voilà, c'est une structure qui l'aide et je comprends parfaitement. Il y a aucun problème. Voilà. Et chacun son histoire, sa façon de vivre les choses. Il y a trop on peut pas se permettre de juger quelque chose d'aussi important. Les Ouais, choix là-dessus. ce qui est important, en tout cas dans ce podcast que je veux mettre aussi en avant, c'est que tout ce qu'on dit, Mm. c'est ni bien ni mal. Mm. Et ça peut ressembler à du jugement. Si ça vous touche, ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder à l'intérieur de vous aussi. Donc peut-être que c'est intéressant d'aller voir. Et si c'est trop douloureux, c'est pas grave aussi. On se protège en même temps. Ouais. Et c'est à quel point est-ce que je veux aller dans l'inconfort et est-ce que je vois vraiment l'utilité de le faire? Mhm. Est-ce que je vois la personne que je peux devenir si jamais je vais au fond de moi-même et dans cette dépression, dans cette colère? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est des livres que j'ai lus. J'ai beaucoup lu Carl Jung, donc la psychologie de l'inconscient, la psychologie de l'enfant intérieur. Et ça, c'était de grande valeur pour moi, en fait. J'ai compris beaucoup Ouais. de choses avec Carl Jung. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur le tableau de bord. C'est vraiment ça. Si tu as un voyant qui s'allume rouge, tu vas pas mettre un autocollant dessus pour le cacher et dire ah c'est bon, tout va bien, je continue à rouler. Ben oui. Tu vas aller au fond des choses. Tu vas aller là Ouais. où ça marche pas, où tu En vas fait, ça emmener peut la voiture qu'empirer quelque part où d'ignorer. quelqu'un sait faire. Donc c'est le Mm. thérapeute. Si c'est un problème physique, si tu as une douleur à l'appendice, eh ben, va voir un docteur et puis c'est peut-être l'appendicite et puis voilà. C'est Donc ça. c'est la même chose avec les émotions, avec la psychologie. Ouais. J'ai une question. On avait abordé ce podcast en disant on va parler de famille. On a pris un tournant sur la parentalité, ce qui fait partie de la famille. Est-ce que sur cet épisode, je te propose, si tu es d'accord, de parler de la parentalité. Moi, même sans enfant, je peux également donner mon ressenti, puisque ça a été façonné mon choix de ne pas avoir d'enfant aussi. Et éventuellement, le prochain épisode, on peut faire nous en tant qu'enfants, comment on a été influencé par la famille, quelque chose comme ça. Ouais, très bien, c'est bien de séparer ouais, pour avoir Mhm. un épisode plus structuré, harmonieux. Ouais, là au moins on a une thématique. Et du coup, donc toi, tu as toujours voulu avoir des enfants. euh, Non,
Alors, jusqu'à mes 24 ans, 25 ans, bah, jusqu'à ce que ma copine à l'époque est tombée enceinte en fait. Mhm. Je pense que C'était pas prévu. l'année avant qu'elle tombe enceinte, je commençais à avoir des envies. Je me suis dit, oui, je vais être papa. Ok. Je savais pas quand, mais avant ça, j'y pensais pas du tout. Ah, C'était c'est pas que pas tu non, voulais c'était pas. pas oui. Et c'était, je vais profiter de ma vie quand même. Je suis jeune et je profitais. Ouais. Et Donc, tu avais quel âge quand tu es devenu papa? 27 ans, 26 Mhm. quand elle est tombée enceinte. Ouais. Juste 27 ans quand je suis devenu papa parce qu'il est né 12 jours après mon 26e anniversaire, 27e anniversaire. Ok. Et mais quand elle est tombée enceinte, donc déjà c'était un choc, c'était pas prévu. Et pendant 2 jours on a pleuré. Le troisième jour on était les plus heureux du monde. On Vous a pleuriez pourquoi? le choc, la peur, la Ouais. responsabilité. Christina, elle était toujours dans ses études en master. Donc ça a bousculé plein de choses en fait. Ouais. Que tous les deux, on était là, on était dévastés, mais en même temps, c'était pas des pleurs négatifs. Il y avait un genre de guérison qui se passait en fait pendant 2 jours. Waouh. Ok. Et après, c'était juste une évidence. C'était oui, en fait, ça devait arriver maintenant et on est 100% pour ça. On l'attend avec impatience et puis on est super heureux que ça soit arrivé en fait. D'accord, Et super. Et ouais. c'était la même chose en fait. C'est des protections rationnelles ou mentales en mode ah non, on veut pas être parent tout de suite. On n'a pas la structure, on n'a pas la stabilité. Ouais. Et les pleurs, c'était ça. Elles devaient se dissoudre parce que si on les gardait, c'était bah on est en conflit quoi entre ce qui se passe et on va devoir faire une IVG, c'est ça comment on dit Euh, Non, Ça se dit encore, pas IVG? Oui, IVG. une Interruption de interruption grossesse, de grossesse. une interruption de grossesse volontaire, IGV, ouais. Et mais ça, c'était hors de question aussi. Pour Christina, surtout, c'est son corps et c'est sa Ouais. décision. Donc, puis moi, j'étais prêt enfin, j'avais peur pendant 2 jours et puis après, j'étais prêt. Oui, c'est vrai que ça doit être un gros chamboulement comme nouvelle. Et ça me fait penser, donc tu disais que tu as deux enfants. Quand vous avez eu le deuxième, est-ce que toi, tu as eu peur que de nouvelles émotions ou ces émotions de colère ressurgissent de nouveau? Ou t'y pensais plus, c'était guéri, ou il y avait autre chose? Alors, j'y pensais, mais j'ai pas eu peur parce que j'avais déjà vu que ce qui était arrivé avec le premier, ça m'a guéri, ça m'a transformé, mais de manière inimaginable en fait, Mhm. positivement. Donc, c'est ce que je disais, la colère, la dépression, au final, c'était des passages sur lesquels je devais passer pour arriver au point où je suis aujourd'hui. Ouais. Si j'avais pas eu ça, je serais pas coach, peut-être, je serais pas un homme super intéressant, j'aurais enfin, un boulot fixe, ça veut pas dire que t'es pas intéressant, mais C'est ça dur veut à dire. dire, il y a Mais trop de choses qui rentrent. voilà. Et mais le deuxième enfant, j'attendais avec impatience parce que je me suis dit, ah, une nouvelle opportunité, parce que il va être petit, il va avoir quelques mois, je vais revivre un peu les mêmes choses que j'ai vécues avec le premier, avec Elio. Mais en étant transformé, je vais voir ce qui a vraiment changé en moi. Je vais voir Ouais. comment mon corps réagit, parce que c'est souvent difficile de voir si on a vraiment changé, si les choses sont vraiment rétablies ou soignées en Mhm. soi. L'une des seules manières de le voir, c'est de se remettre en situation qui Donc vous avez c'était un déclenché. exercice, quoi. Oh, un second exercice. Voilà, bah, je prévois un troisième parce que je veux une troisième vague. Il faut travailler encore. Peut-être une fille pour changer, ou ça va peut-être ramener d'autres choses. Ah oui, c'est possible, c'est vrai que Mais c'est ça. Pour moi, c'est sûr, mes enfants, c'est mes enseignants à un plan supérieur de conscience, pas au niveau. Eux, ils n'ont pas conscience qu'ils m'enseignent et moi, je suis pas leur élève, mais ouais. imaginons, ils ont leur moi supérieur, j'ai mon moi supérieur, leur moi supérieur est un enseignant pour mon moi, en gros. OK. Et c'est comme ça que je le vois. Donc, tout ce qu'ils font,
c'est une opportunité, et ça veut pas dire que je réagis toujours, des fois avec de la colère, je réagis toujours Mmh. avec des choses que je dis. La différence, c'est que avant, je me jugeais énormément et je me tapais dessus pour avoir dit certaines choses ou pour avoir élevé Ouais. la voix. Maintenant, j'accepte totalement si je l'ai fait dans la seconde précédente et j'ai un flash de conscience, je dis ah, ok, c'est ça. Soit je suis capable de me remettre avec mon système nerveux au niveau stable et de dire à mon fils et d'être là présent avec mon fils pour gérer la situation de Mmh. crise. Soit je suis pas capable et je vais lui dire, je vais prendre des mesures en mode, il faut que j'aille dans la chambre pour respirer. Si c'est pas possible parce que je suis tout seul avec mon fils, je peux avoir des techniques pour gérer ça, on va dire. Ça peut cacher un peu le symptôme, mais temporairement en me disant, là c'est pas le moment pour tout libérer. Je te disais le puits et ce qui sort du Oui. puits avec de la grosse pression. Là, il y a mon fils en face. Si je sors tout, ça va être très douloureux. Donc, je referme un peu. Je dis, ok, je me rappelle, dans une heure, il y aura sa mère. Je vais lui dire, je prends 10 minutes, je vais dans la chambre, je médite sur ce qui s'est passé. Mmh. Et là, je le refais ressortir, mais corporellement, dans les sensations du corps. Tu vois, je mets mon attention dans mon corps, dans mon cœur, et plus en profondeur. Et là, je revois la scène et je laisse les choses passer. Des fois, je pleure, des fois, j'ai des tensions corporelles et je vais crier, des fois je vais suffoquer, tu sais, l'hyperventilation. Ouais. C'est aussi un signe qu'il y a quelque chose il y a un conteneur d'énergie en moi qui doit s'élargir pour que je sois capable de, de gérer cette quantité de responsabilité et de pression qui vient de l'extérieur. Mon fils ou la famille, le travail, tout est mélangé en fait. Et souvent, quand j'ai une journée où le travail est un peu plus en stress, ben, je vais plus réagir avec mes enfants. Et voilà, c'est ça en fait. C'est mon procédé, et c'est encore en perfectionnement. Et ça sera en Mmh. perfectionnement toute ma vie. Et je pense, Je vais te le dire, ouais. et c'est ça qui est bien en fait. Tu vois de plus en plus, et la croissance, elle est infinie, exponentielle, et t'oses même pas imaginer ce que tu seras dans 5 ans. Enfin, tu peux l'imaginer Mmh. et te dire je veux être là. Et donc ça va peut-être accélérer aussi les choses. Tu vas peut-être de plus en plus ressentir les choses que tu dois ressentir et puis te transformer. C'est souvent le cas. C'est le procédé de manifester, de matérialiser ce que tu veux en gros, et imaginer une version de toi, je sais pas, et chef d'entreprise, d'une entreprise de 100 employés dans 5 ans, et tu te dis, bah, Ouais. aujourd'hui, ta personne et ton identité, ton image personnelle, et va se dire, ah non, c'est impossible. Mais après, il faut se dire, est-ce que c'est ce dont j'ai vraiment envie? Et si l'idée de ça te rend super excité et te donne un peu de joie, de beaucoup de joie même, Mmh. c'est un signe que c'est un désir. Si ça te dit rien, bah, fais autre chose et une autre visualisation, mais Ouais. et ensuite c'est pratiquer tous les jours à partir d'aujourd'hui, mais pas forcément consciemment, c'est vraiment garder ça en soi. C'est ce que je veux devenir. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe en fait va faire partie de ce chemin en fait. C'est comme si t'es sur un arbre, un grand arbre, et t'as décidé de prendre une branche parce que t'as vu que tout en haut de cette branche, il y a un fruit que tu veux. Et en gros, sur cette branche, il va y avoir la dépression, il va y avoir les crises, il va y avoir les challenges, il va y avoir les belles choses aussi, il va y avoir créer l'entreprise, il va y avoir les retours positifs, il va y avoir les clients. Mais ça fait partie de cette branche en fait. Tu dois passer par là pour arriver au fruit. Et C'est super parlant, ouais. Tu sais que de t'écouter, alors j'imagine, comme tu as dit, hein, c'est pas parce que tu as fait tout ce travail et que tu as cette démarche avec les enfants que c'est forcément facile tous les jours et qu'il y a pas des conflits ou quoi que ce soit, hein, j'imagine. Mais de t'écouter, ça,
chamboule un petit peu la petite Hélène à l'intérieur de moi, qui me dit putain, si les parents faisaient plus de thérapie ou se remettaient en question, ben moi j'aurais peut-être fait un peu moins de thérapie, où il y aurait eu des modèles, des relations plus saines. Et et je pense que, alors c'est moi ce que je pense, mais c'est aussi notre responsabilité en tant que parents. Au bout d'un moment, attends, je vais essayer de pas dire des mots vulgaires, de se bouger pour. On choisit de faire des enfants. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, enfin, j'ai eu le sentiment toute ma vie, j'ai pas demandé à naître, et en plus, on m'a fait beaucoup de mal. Et en plus, on m'a considéré, tu sais, c'est genre, c'est mon enfant, tu fais ce que je veux et ce que je dis. Et genre, les personnes, c'est un peu une extension d'eux, et de faire ce que eux n'ont pas pu faire en tant qu'enfants, ou tu subis leur frustration. Et là, de t'écouter, je me dis, waouh, mais si j'avais eu une mère, donc j'ai grandi dans une famille monoparentale, qui elle avait dû avoir ces petits trucs là qui sont restés ancrés toute sa vie. Et si elle avait fait un peu ce travail et tout ça, eh ben ça aurait été sûrement plus facile et sûrement moins douloureux pour elle. Et du coup, tu vois, je sens ma petite Hélène qui est là, qui dit, genre, je suis tellement contente, tu vois, pour tes enfants, en fait, du travail que tu fais. Et voilà, je trouve ça merveilleux. Et j'imagine que ce travail avec tes enfants, enfin, du coup, c'est plutôt une question, le d'imaginer. Est-ce que ça t'aide avec les relations avec les autres, justement, quand tu parles de ce moment de colère où là, c'est pas le moment, tu prends du recul ou tout ça? Ouais, parce que le travail avec les enfants, c'est un travail qui est très en profondeur. Et donc, c'est un travail qui m'a beaucoup transformé. Et ça se ressent dans tout, dans mon Ouais. business, dans comment j'interagis avec mes clients et avec mes amis, avec tout le monde en fait. Et ce que tu dis, ça m'a fait penser à une chose que mon coach m'avait dit il y a 2 ans déjà, ou un peu plus. Euh, il m'avait dit, n'empêche pas tes enfants d'avoir leur trauma. Je l'ai Et jamais entendu, ça. en fait, c'était super intéressant parce que j'en parlais et en fait, il a ressenti qu'il y avait une espèce de tension, de stress en moi et en Christina, ma femme, De vouloir sur trop bien faire? comment on est, voilà, c'est ça, Mmh. comment on éduque nos enfants. Ouais. Et en fait, cette parentalité consciente et positive, et on avait tendance, déjà, on avait ces crises de colère, on criait sur les enfants, on faisait pas tout parfaitement. Et à chaque fois qu'on faisait quelque chose qui n'était pas parfait, on se tapait dessus, déjà l'un à l'autre, on se jugeait, et en soi, on s'auto-jugeait. Et ça, si on reste là-dedans, on peut y rester tout le temps, en fait. Et on sera jamais au point où on veut être. En fait, le paradoxe, c'est que pour être là où tu veux être, dans cette image de parent parfait, c'est d'accepter là où tu es aujourd'hui, mais complètement. L'accepter en mode, Mmh. en fait, c'est bien, c'est normal, c'est très bien d'être comme tu es, même si tu bats tes enfants. Et ça, c'est un peu dur à dire, mais je l'ai Ah, vécu ouais. au niveau corporel. Quand je tenais mon premier fils, quand il était petit, il y a un moment, je me suis dit, je comprends pourquoi il y a certains parents qui balancent leur enfant par la fenêtre. Oui. Ouais. Et ça, c'était horrible à avoir cette pensée-là, mais c'est Ouais. venu, et je peux pas le nier. Et Je pense que donc ça va faire oui, déculpabiliser beaucoup de personnes, ce que tu viens de dire. Ça ah veut pas ouais, dire qu'on passe à sûr, l'acte, mais je sais pas, entre la fatigue, l'émotionnel, beaucoup de choses, tu peux, ouais, ouais. Je pense que tous les parents passent par là. Ma femme, elle m'a dit aussi, ouais, ouais. Elle comprend. Même ouais. si elle l'accepte pas, même si Oui. elle pourrait tuer une mère qui a jeté son enfant par la fenêtre parce qu'il y a Mmh. tellement de haine envers cette mère. Mais c'est plus le fait de passer à l'acte que le fait d'avoir cette pensée ou cette Ouais. impulsion qui est répressible. Ouais. Mais ce que je veux dire, donc cette phrase que mon coach m'a dit, n'empêche pas tes enfants d'avoir leur trauma, c'était pour déjà au niveau d'un niveau supérieur de conscience, avoir un traumatisme, ça peut être une perle, ça peut être vraiment avoir beaucoup de valeur dans ton parcours de vie en fait. Il y a, j'avais vu un documentaire sur YouTube qui s'appelle Finding Joe, donc en anglais.
qui est un Ouais. documentaire sur le Joseph Campbell et le parcours du héros, ce parcours mythique, mythologique du héros qu'on retrouve dans les livres et les films. Et et il y avait une personne qui était interviewée dans ce documentaire qui disait qu'il a été violé en tant qu'enfant euh, et que là, en tant qu'adulte, il avait peut-être entre 40 et 50 ans dans l'interview. Avec du recul, là, il était capable de dire c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Waouh. Parce qu'il y a quand Oui, même tu un vois, fossé. il juge pas les autres, il va pas Ouais, dire que c'est bien de violer ou il on va parle de encourager. lui, ouais. Il Mmh. va dire pour lui, et il est honnête avec ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Car, voilà, j'ai fait ça, en guérissant ce traumatisme, Ouais. j'ai découvert ça. C'est souvent ça la métaphore, c'est un traumatisme, il est caché au fond d'une grotte, c'est un gros dragon, un monstre qu'il y a là-dedans. Et quand tu fais face, quand tu vas au fond, tu peux rentrer en grosse dépression, tu peux avoir des grosses anxiétés. Mais quand tu l'as passé, derrière, il y a un gros trésor au fond de cette cave. Mmh. Et c'est souvent ce qui va faire de toi, qui va faire de ta mission de vie, qui va faire briller en fait ce que tu fais, ce que tu crées. Même si c'est pas business, c'est tes relations avec ta femme, avec tes enfants, avec les autres, avec tes parents. Et donc moi, je suis passé par toutes ces étapes où j'ai beaucoup haï mes parents, j'étais en colère contre eux. J'ai eu une enfance aussi très dysfonctionnelle avec des cris tous les jours, du stress tous les jours, de l'anxiété. Et là, je dirais pas que je suis au bout du bout. Il y a encore des étapes, mais depuis 1 ou 2 ans, j'ai plus de colère contre eux. OK. J'ai plus de c'est de votre faute. Parce que il y a une autre chose aussi qui nous donne du pouvoir en tant qu'individu, en tant qu'enfant de nos parents aussi, qu'on a grandi dans des situations comme ça, c'est de voir tout ce que tes parents t'ont fait. Imagine ton toi supérieur qui était là tout le temps au-dessus de toi et Ouais. qui savait exactement ce dont tu dois passer, les étapes que tu Par quoi tu dois, dois passer? voilà, pour, euh, pour arriver là où tu dois arriver, en gros. Mmh. Il y a comme une destinée, tu vois, c'est cette idée de destinée. Ouais. Et, euh, et là, ton moi supérieur, à chaque moment, il va prendre possession de tes parents et il va agir sur toi pour te donner ce que tu dois recevoir, même si c'est traumatisant, même si ça fait mal. OK. Et, euh, et le voir comme ça te donne aujourd'hui, ça te permet de récupérer ton pouvoir. Parce que là, le plus tu hais tes parents, le plus tu es en colère contre eux, le plus tu extériorises ton propre pouvoir intérieur, pouvoir d'agir, pouvoir de penser, pouvoir de ressentir, qui tu le donnes à eux en fait. Et ce qu'ils ont fait, même dans le passé, et ce qu'ils font encore aujourd'hui, ça t'impacte, ça peut te faire avoir une semaine où t'as que des jours mauvais. C'est ce pouvoir de manipulation aussi. Et en fait, en psychologie, on parle beaucoup de projection, surtout chez Carl Jung, et on Mmh. projette beaucoup de ce dont on se refuse d'être, c'est-à-dire un parent qui crie par exemple. On Ouais. va le projeter envers les autres et dès on va voir ça, on va dire ah c'est horrible, cette personne est horrible. Et dès qu'on a ça, c'est un signe qu'il y a un truc qu'on n'a pas intégré, que il y a un dragon qu'on n'a pas vu et un C'est ce qu'on trésor. appelle l'effet miroir ou c'est pas ça? Ouais, en gros, ce qui nous déclenche des réactions chez les autres, que ce soit positif ou négatif, Mmh. c'est ce qu'on ne veut pas accepter en soi. Et ça ne veut pas dire que quand on voit que quelqu'un viole quelqu'un d'autre, on ne doit pas agir, mais c'est plus subtil, c'est plus corporel et psychologique. Mais il Mmh. y a toujours des règles, il y a toujours des limites dans lesquelles on accepte de vivre, qui vont faire si on voit un parent qui tape son enfant, on va peut-être interagir là. Et c'est pas parce et au contraire, en fait, je pense que si on n'avait pas travaillé là-dessus, on serait là, on le regarderait, puis on Ouais. n'agirait pas, je pense. Et on serait là en mode beaucoup de jugement et de haine. Et là, en fait, il n'y a plus de haine, il y a juste de l'action directe. C'est plus sain, c'est plus direct dans l'expérience, c'est plus réel. Ça enlève les histoires, les conditionnements, les illusions de la vie d'aujourd'hui, en gros.
et accepter que je suis en colère, accepter que j'ai des fois envie de taper mon enfant. Ça veut pas dire le faire, mais c'est dire Oui. accepter. C'est une étape super importante sur le fait d'intégrer ça. Ensuite, ça va se refléter vers les autres. L'effet miroir, on va avoir des relations beaucoup plus saines avec les autres et avec le monde. Et donc, ouais, c'est ça en fait. C'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. En général, c'est l'effet miroir, ça se reflète. Et le travail doit se faire dans les deux. C'est pas que être un moine et méditer tous les jours et Oui. jamais voir la vie réelle ou être un ermite. C'est pas que être la tête dans le guidon dans la vie de tous les jours et se dire ah non, tout ce qui est spirituel ça sert à rien, j'ai envie d'être un humain, j'ai envie d'avoir toutes les émotions. Ça c'est valide, les deux en fait sont valides, tout est valide et tu peux choisir là où tu veux être. Moi je choisis la voie du milieu où je veux les deux en même temps. C'est pas que le milieu où je refuse les deux, c'est je veux les deux en même temps. Je Mhm. veux la paix intérieure et une vie extérieure excitante avec plein d'émotions négatives et positives, tout le spectre des émotions en fait. C'est bien ça, parce que je trouve qu'on, dans beaucoup de choses, oh, je dis on, ça dépend en fait un peu de l'entourage et tout ça, mais souvent oui, c'est soit noir ou soit blanc. Et finalement, cette voie du milieu, elle est sympa à entendre et il y a ce choix aussi en fait. C'est pas l'un ou l'autre dans tout plein de domaines. Le but, c'est d'arriver d'avoir ce choix-là dans tous les domaines. Et en fait, c'est dans le film Matrix, tu sais, c'est soit la pilule bleue, soit la pilule rouge. Mhm. Et ce qu'on nous dit pas, c'est qu'il y a plein d'autres options. C'est pourquoi tu prends pas les deux? Qu'est-ce qui se passe si tu prends les deux déjà? Oui, c'est vrai. euh, Ou quand Neo, alors je sais pas si tout le monde l'a vu le film, mais quand l'acteur principal, Neo, le personnage principal, Neo, est au début du film, il a le choix entre passer par la fenêtre et ne pas être capturé par les agents de police qui viennent le prendre, ou aller se rendre directement. Il a Morpheus au téléphone, Morpheus lui dit c'est soit ça, soit ça. Et, euh, et il passe par la fenêtre, donc il choisit une des deux options. Mais dans la vie, en fait, on a toujours plus d'options, mais on nous donne, la société nous donne souvent juste deux options. C'est soit t'es un docteur et tu gagnes bien ta vie, soit t'es un Ouais, artiste et puis t'as pas d'argent. ouais, c'est Et, vrai. le but, c'est d'arriver à un moment où tu te dis, bah non, moi je décide d'être un artiste et d'avoir beaucoup d'argent. Et tu fais tout pour ça. Et même si t'as pas beaucoup d'exemples autour de toi, il y en a déjà. Donc c'est soit tu fais des efforts pour trouver ces personnes-là, ça peut être inspirant et ça peut beaucoup aider. Ou tu te dis, bah, ça existe peut-être pas, j'en vois pas, donc je vais être un pionnier dans ce domaine-là. Mhm. Et, euh, et c'est aussi, ça te donne du pouvoir et tu peux réaliser des choses excellentes avec cette mentalité-là. Donc ouais, la polarité, mon travail, c'est vraiment de dépolariser les choses et ça veut pas dire être juste au milieu où tout est morose. Ça veut dire être partout en même temps, surtout le spectre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps, en général. Et ça, c'est un principe de la physique quantique aussi. Alors, je suis un geek sur la physique quantique. Ok, super. Et un des principes, c'est... alors, il y a eu beaucoup d'expérimentations sur la lumière. Les physiciens, ils se demandaient si la lumière était une particule ou une onde. Et dans une expérience de physique quantique très très connue qui s'appelle les fentes de Young, dans les années 60 ou 50, je ne vais pas dire parce que je ne sais pas, mais c'est par Mhm. là. Ils ont découvert que c'était à la fois une particule et une onde. Et Ok. que, et que ça ne devenait que l'un ou l'autre que lorsque l'expérimentateur, donc le scientifique, il prenait la mesure. Mais avant de prendre la mesure, c'était à la fois une particule et une onde. Donc ça, c'est Ok. un des principes de la physique quantique, c'est qu'en fait, ce qui existe, ce qui est figé dans la réalité, c'est seulement ce qu'on peut observer et mesurer. Mais, euh, mais en dehors de notre perception d'humain, d'observateur, la réalité, tout existe en même temps. Mhm.
Et ça, c'est bon, notre mental, notre cerveau, il peut pas tout comprendre, mais C'est un peu dur à tout comprendre. c'est bien déjà que ça retourne le cerveau, ça veut dire qu'il y a un truc. Ouais. Je pense qu'on Je peut vous invite, trouver cette expérience sur ouais. YouTube ou des choses comme ça. Il y a un youtubeur français qui l'a super bien décrit. Tous ces liens là, tout ce qu'on a dit pendant l'épisode, on pourra les mettre en Ouais, description. ouais. Donc voilà, les vidéos YouTube et puis ça peut être intéressant. Ouais. Bon, en tout cas, oui, c'est un sujet vaste, la parentalité, et je pense qu'on pourrait encore en parler. On va pas tarder à s'arrêter puisque ça fait bientôt 1 heure, mais c'est vrai que, du moins, moi, en tant que non-parent, ça me donne une vision où il y a quand même beaucoup de choses imbriquées et il n'y a pas qu'un truc, l'un ou l'autre. Et c'est super intéressant et j'invite les parents, les enfants ou finalement les personnes qu'on n'a pas d'enfants à pareil laisser un commentaire, un témoignage parce que je pense que là on peut avoir un tas d'histoires différentes, de points de vue et pourquoi pas un jour faire un podcast avec une personne justement qui nous parle de la parentalité, comment cette personne l'a vécu, ça pourrait être intéressant. Ouais. Si c'est un sujet qui vous tient à cœur, que vous avez des choses à dire et des choses à vous être engagé là-dedans, ou vous voulez juste venir nous discuter avec nous, on est ouvert à tout inviter. Ouais. Mm. Est-ce que on prévoit un prochain épisode pour justement les personnes qui n'ont pas d'enfants? Et est-ce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête et je pense que Ouais. c'est un sujet d'actualité parce que je sais pas si toi tu l'entends, mais il y a quand même beaucoup de personnes maintenant qui se disent child free, donc qui ne veulent pas d'enfants et qui n'en ont pas. Et notamment donc moi je suis donc végane et dans la communauté végane il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas d'enfants, justement où c'est tout imbriqué, plein de choses ensemble et je pourrais faire mes petites recherches là-dessus aussi et ça pourrait être intéressant de partager tout ça. Ouais, ça m'intéresse énormément parce que c'est vrai que Ok. c'est pas un milieu que je côtoie beaucoup. J'ai une cousine et une tante qui ont fait ce choix-là aussi. Et je trouve ça génial aussi. Au final, elles se retrouvent vraiment dans leur. C'est très authentique comme choix chez elles. Et donc, ouais, c'est super intéressant de voir cet autre côté-là aussi. Parce que moi, j'ai décrit le fait d'avoir des enfants, c'était mon incubateur pour une transformation personnelle. Et chez Ouais. d'autres personnes, ça va être autre chose et ça va pas être les enfants. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, Et je tu veux voir sais, les deux côtés, ouais. mais oui. Ben, on pourra faire ça et ça me fait penser où je vois passer des comptes sur Instagram, alors je me rappelle plus des noms, mais des personnes qui justement sont devenues parents et le regrettent. Enfin, dans un sens où ils aiment leurs enfants, tout va bien, mais si c'était à refaire, ne le referaient pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très dur à l'admettre et aux autres personnes à l'entendre parce que il y en a qui sont incendiés. Ça veut pas pour autant dire qu'on n'aime pas notre enfant. Et du coup, je suis pas apte à parler de ça, mais éventuellement, je pense qu'un appel à témoins d'une personne qui serait dans ce cas pourrait être Super peut-être intéressant. ok d'en discuter. Ouais. Parce que nous, finalement, dans ce, comme on reprend nous, comme on disait dans ce podcast, là où on parle, donc ce profondément vivant, c'est aussi aller en profondeur des choses. Et finalement, comme on voit les liens interconnectés entre les gens ou plein de choses, c'est plus profond que ce que ça en a l'air. Hein. Et finalement, différents témoignages, c'est comme ça aussi qu'on peut apprendre à se connaître les uns les autres, à accepter qu'on soit différent. Je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter qu'une personne agisse comme ça, ou ait ce style de vie, ou des choses comme ça. Et finalement, de donner la parole, je pense que ça ouvrirait en fait un peu l'esprit de tout le monde, hein, pas toi et moi inclus, hein, on n'a pas la science infuse, mais voilà. Oui, c'est cet esprit que tout est acceptable. En tout cas, tout, on peut tout entendre. Et ensuite, on peut tout accepter. Je hoche de la tête Euh, en me disant c'est encore difficile pour moi, je on peut, pense. on peut- voir quelqu'un qui vient et qui dit je regrette d'avoir eu mes enfants, c'est Ouais, dur à accepter pour beaucoup de gens et ouais. pour elle-même déjà.
il y a tout un spectre là où de possibilités, en fait, de situations différentes. C'est ça qui est Ouais. intéressant et que tout existe déjà. En fait, c'est pas tout est acceptable, c'est tout existe. Ce qui existe existe. Ce qui Oui, voilà, est tout est. existe. Ouais. Ensuite, tu acceptes ce que tu veux. Ça, c'est ton. T'as tes règles morales, peut-être, ou les traumatismes que tu as eu dans l'enfance qui t'ont fait créer des règles, des structures. Et là, tu peux choisir. Si c'est ce que je disais, si tu es déclenché corporellement sur quelque chose, prendre cette opportunité pour faire un audit intérieur et se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai construit en moi quand j'ai grandi pour me protéger? C'est ça c'est super intéressant de faire ça. Et Ouais. je voulais dire autre chose. Pour les personnes voilà, en fait, tu peux décider d'avoir des enfants pour les mauvaises raisons, comme tu peux décider d'avoir des enfants pour les bonnes raisons. Tu peux décider de ne pas avoir d'enfants pour les mauvaises et pour les bonnes raisons. Euh, c'est, euh, et les mauvaises et les bonnes raisons, c'est pas dans le sens, c'est pas objectif, c'est en Ouais. soi, tu vois, c'est ces désirs profonds qui des fois, c'est plus une décision parce qu'il y a une enfance traumatisante ou d'autres raisons, ou parce que tous les hommes, tous les copains que j'ai eus, ça serait jamais des bons pères, donc je veux pas d'enfants parce que je sais que Ouais. les hommes ça va être horrible. Il y a plein de raisons. Et ça peut être à l'encontre de son. Donc c'est dans les deux sens. On peut avoir des enfants alors qu'on ne le voulait pas du tout, Ouais. profondément, de manière authentique, on voulait pas d'enfants. Et là, à l'inverse, on peut ne pas avoir d'enfants alors qu'on en veut vraiment et ça peut créer des conflits. Donc ça, c'est vraiment aussi. On peut pas le savoir. Si tu peux pas le savoir tout de suite, tu peux au moins te poser la question un peu plus. Et la réponse, ça peut être toujours non. Je sais que je veux pas d'enfants. C'est dans mes gènes. C'est comme ça. Ouais. C'est ma vie. C'est ma décision. C'est mon désir. Et j'ai pas une pensée ou un désir qui vient en dessous et qui dit ah mais quand même je veux des enfants. Ou je peux entrer en discussion intérieure et me dire bon quelle partie est essayer de faire c'est pas faire un compromis parce que si tu fais un compromis bah tu vas avoir un enfant et tu vas avoir des regrets, Ouais. mais c'est plus arriver à un consensus intérieur C'est difficile, hein? entre le cerveau et le cœur. Ouais. C'est oui c'est dur, c'est tout un mais le fait d'avoir l'intention de creuser un peu, Oui. c'est un début et c'est ce qui fait que après tu as une inertie et puis ça se Ouais. fait et puis c'est dur et puis après c'est mieux et après c'est dur et puis c'est comme Oui, ça. parce que le but, c'est après, c'est pas non plus de se ronger le cerveau. Comme on disait, il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais choix, puisque tout sera basé sur notre système de croyances et notre vécu. Maintenant, ça peut être aussi un choix en conscience. Comme tu dis, déjà de lancer un petit peu cette réflexion, ce sera déjà un grand pas. Exactement. Puis chacun fait le pas là où il veut. S'il ne sent pas de faire le pas vers ça, c'est pas le moment peut-être. Puis ça sera peut-être plus tard. Il y aura peut-être un autre déclencheur. Donc Super. merci pour le sujet que tu as apporté aujourd'hui. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai Et vu. Merci à j'espère toi. que ça a plu aux gens qui vont écouter aussi, que ça apporte de la valeur et de la matière à réflexion et à transformation et à aller un peu plus en profondeur dans leur propre authentique vitalité de Oui, vie. dites-nous en commentaire ce que vous avez appris justement ou qu'est-ce que ça vous a inspiré cet épisode. Et on vous dit du coup bah, un grand merci, merci Thomas aussi, et au prochain épisode alors. Merci Hélène. Ciao. Ciao.